Donc pour cette deuxième table ronde, nous allons nous intéresser plus précisément aux conséquences sociales de la mise en concurrence dans les Hauts-de-France. Donc on l'a vu dans la table ronde précédente, le Conseil régional a voté l'ouverture à la concurrence. On ne reviendra plus en arrière. Il va y avoir différents lots dans la région. Cette situation est complètement inédite. C'est donc une perte de monopole avec tout un tas de paramètres qui vont très logiquement bouger. Donc je vais essayer de résumer un dossier très complexe. Si on peut imaginer, il va y avoir trois étages. Il y a trois étages à cette fusée. Il y a premièrement la loi pour un nouveau pacte ferroviaire qui a été voté en 2018, qui a mis en place un nouveau cadre pour l'emploi des salariés du ferroviaire. Le deuxième étage de la fusée sont les négociations sur la convention collective qui a édicté certaines règles en matière de transfert de salariés et de protection des agents, ce qu'on résume avec le sac à dos social. Et donc ensuite, dans les négociations à venir, il reste environ 30% de négociations qui seront à mener dans le cadre des transferts vers les nouvelles entreprises dont on ne connaît pas encore les identités. Je dis nouvelles parce que même la SNCF va créer une filiale pour répondre à cet appel d'offres. Donc, dans les négociations à venir, première question, l'idée c'est de parler à la fois des rémunérations, du temps de travail, de la transférabilité, des recrutements. Dans les négociations à venir, déjà, je voulais savoir qu'est-ce qui va se jouer précisément à l'échelle locale, à l'échelle des Hauts-de-France, dans les prochaines négociations. Qui veut s'exprimer? Thierry Durand de la CGT. Déjà, il est peut-être important, avant d'aborder le contenu précis de ce que certains qualifient de sac à dos social, d'aborder la question des enjeux des négociations à venir. Et bien cerner les enjeux, c'est également avoir une vision assez précise des intérêts en présence. C'est-à-dire qu'on a des intérêts quand même très divergents en présence sur l'ensemble de ces négociations et sur les trois étages, entre guillemets, de la fusée. Quand vous parlez des intérêts, vous parlez des statuts différents. Non, les intérêts des parties prenantes aux négociations à venir. C'est-à-dire, d'une part, le patronat, rappelez le patronat, le gouvernement et les forces politiques en présence, et de l'autre côté, les cheminots et leurs organisations syndicales. Rappelez tout d'abord que la privatisation, l'ouverture à la concurrence, je l'appellerais privatisation parce que l'ouverture c'est un peu trop positif dans sa connotation, c'est un choix politique. Donc ça a été débattu longuement tout à l'heure, un choix idéologique, un dogme même plus précisément, puisque c'est un positionnement qui n'est que très rarement étayé par des arguments entendables et des arguments sérieux. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le Conseil régional n'a pas cru bon de devoir venir s'expliquer sur le sujet. Il y a un certain nombre d'exceptions qui sont prévues, que les pouvoirs politiques n'ont pas souhaité mettre en œuvre, contrairement à un pays dont on parlait tout à l'heure, qui est la Belgique, qui a, elle, décidé de maintenir pendant 10 ans l'opérateur historique pour maintenir le service public et maintenir la qualité du service public. On a, et ça a été longuement débattu aussi, une privatisation qui coûte plus cher que le service public tel qu'il est jusqu'alors organisé. L'objectif qui est donc poursuivi par le patronat et les forces politiques en présence, c'est d'une part d'offrir la profitabilité à des intérêts particuliers, c'est-à-dire c'est une manne financière qui leur échappe et qu'il faut livrer à des intérêts particuliers, de la même manière que les autoroutes ou l'énergie dont on nous parlait tout à l'heure. Et le second objectif est de déconstruire le modèle service public et le modèle entreprise publique comme outil de la nation. Pour dégager ces profits, il y a trois leviers. Deux ont été longuement débattus tout à l'heure, les usagers et le contribuable, qui vont être très largement mis à profit, pour le coup. Et le troisième levier, que sont les droits des salariés, de manière générale. Et pour parvenir, et c'est là où je disais qu'on a des intérêts en présence qui est une nécessité d'avoir en tête pour bien comprendre les enjeux de ces négociations, pour parvenir à actionner ce troisième levier que sont les droits des salariés, on a un tricycle, on va dire, libéral, qui s'organise de manière qui est très organisée entre le patronat d'une part, branche et entreprise,
c'est la même chose, de toute manière, j'y viendrai, le gouvernement et les exécutifs régionaux tels que celui des Hauts-de-France, ce qui n'est effectivement pas le cas de l'ensemble des exécutifs régionaux, mais ici, on a cette difficulté. On a donc d'un côté le patronat de la branche. Alors le patronat de la branche, c'est 98% la SNCF. C'est l'adhérent principal. Aucune décision de l'organisation patronale UTP au niveau de la branche ne peut être prise sans l'aval de la direction SNCF. Donc c'est important à saisir tout de même. Lorsque la direction SNCF, et je ne sais pas si son représentant aura ce réflexe, tente de renvoyer la responsabilité sur les négociations de branche, c'est intimement lié. Les deux sont intimement liés. Donc l'organisation, le patronat au niveau de la branche, qui s'attache à déconstruire le socle de droit préexistant. C'est-à-dire le socle de droit préexistant dans l'opérateur historique, d'une part, qui est le plus étalé, et le socle de droit préexistant, y compris en dehors. L'UTP, organisation patronale, a dénoncé la convention collective des voies ferrées d'intérêt local, dont elle était signataire il y a peu de temps, qui concernait notamment du transport de voyageurs sur une partie de la Bretagne, l'a dénoncé pour ensuite pouvoir rabaisser l'ensemble des droits de manière générale. On a globalement une UTP, qui est l'organisation patronale, donc qui considère que la branche, selon leurs mots, est un filet de sécurité pour empêcher les entreprises qui seraient vraiment trop régressistes. Et les entreprises trop régressistes, c'est l'ensemble des adhérents de l'UTP, ceux qui prennent les décisions à l'UTP, qui donnent mandat, puisque l'ensemble des entreprises de la branche sont aujourd'hui adhérentes de l'UTP. Donc ce qui convient considérer d'ailleurs un filet de sécurité qui ne sert pas à grand-chose. On est plus sur un matelas de chute de manière générale. On donc, a ensuite les enjeux, du coup... Donc les enjeux en présence. Ensuite, on a le patronat à la SNCF qui se sert des mandats qu'il a donnés au niveau de la branche pour abaisser les droits des cheminots, déconstruire le socle préexistant. C'est ce qu'on peut qualifier de vide communicant. C'est-à-dire qu'on vide les droits d'un côté et de l'autre en se servant alternativement des deux. Et ensuite, on a un gouvernement qui, lorsque les négociations n'aboutissent pas suffisamment, ne vont pas suffisamment loin, soutient le patronat en sortant des séries de décrets qui viennent confirmer les positionnements patronaux. On avait eu le cas en 2016 sur l'aménagement du temps de travail. On a eu le cas plus récemment en 2021 sur un décret classification et rémunération. Et on a ensuite, comme dernier échelon, des exécutifs régionaux qui, eux, viennent simplement mettre en œuvre la privatisation pour pouvoir ensuite mettre en œuvre l'ensemble des régressions de droits qui sont construites. Donc ce à quoi on assiste, c'est une confrontation, et c'est l'enjeu, au-delà du contenu, c'est bien cerné que les négociations, à quel niveau qu'elles soient, de toute manière, et même au-delà des négociations, les actes réglementaires qui sont pris et législatifs pour les droits des cheminots, on est dans un contexte de confrontation pure entre intérêts divergents. C'est-à-dire qu'on a un ensemble, un assemblage politique et patronal qui se soutiennent mutuellement, qui n'ont pour seule ambition que de réduire les droits des cheminots et pas du tout d'accompagner, comme on peut l'entendre, en bon père de famille, une privatisation, une ouverture à la concurrence, des créations d'entreprises, etc. Donc c'est bien ces enjeux qu'il faut avoir en tête si on veut appréhender ensuite les questions du contenu finalement et la manière dont on peut se construire le contenu et l'histoire du sac à dos social, terminologie sur laquelle je donnerai mon point de vue un peu plus tard. Donc du coup, je sais pas qui veut prendre la parole, parce que je voulais aussi donner la parole à Sébastien Beaupré sur la manière dont c'est les différents points de vue. Oui, donc quand même, pour revenir un petit peu sur la présentation, le thème de ce colloque, c'est quelle voie pour le TER, pour usagers, pour les cheminots, pour l'aménagement du territoire, pour l'écologie, c'est une voie en impasse, et on est bientôt en train de taper le butoir. Donc le législateur, le gouvernement a prévu d'ouvrir à la concurrence le TER, et je l'ai rappelé tout à l'heure, il avait encore le choix, y compris au niveau du conseil régional, d'attendre jusqu'à 2033 avant de vraiment lancer sa machine d'ouverture à la concurrence. Donc, comme vous avez pu dire en introduction, on ne peut plus revenir en arrière. Pour nous, si, à Sudrail, on peut encore revenir en arrière. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est par le législateur qui est élu, et la deuxième méthode, c'est par la lutte. Donc on n'est pas encore vraiment dans un cadre où on ne peut plus rien faire, et tout est acté, et il n'y a plus qu'à baisser la tête et à avancer. Donc là, on est encore sur une démarche où il y aura des discussions, il y aura des mises en place de ce système de concurrence, et les filiales SNCF qui se positionnent, puisque la SNCF a fait le choix de répondre à des appels d'offres via des filiales, mais aussi que le Conseil régional a fait le choix d'inscrire dans ces appels d'offres
l'obligation pour la SNCF d'avoir des filiales, puisque la SNCF aurait pu répondre en son nom propre. Mais on voit bien le copinage qu'il peut y avoir à certains niveaux. Aujourd'hui, on est sur une démarche faussée d'ouverture à la concurrence qui, en fait, est juste là pour libéraliser et de pouvoir transférer le bien public, puisque la SNCF et ses voies, ce sont des biens publics, à des entreprises privées qui ne sont là uniquement pour faire des profits. Donc, sur l'ensemble de cette loi, elle impose peut-être l'ouverture à la concurrence, mais elle impose aussi les conditions de transfert des agents. Parce qu'on est aussi aujourd'hui réunis à ce colloque pour parler de ce point central, ce que les cheminots vont ressentir dans cette ouverture à la concurrence, parce que ce sont eux les premiers impactés. Ce ne sont pas les directions, ce ne sont pas les entreprises privées, c'est bien les cheminots qui vont vivre dans leur quotidien l'ouverture à la concurrence, que ce soit en termes de conditions de travail ou que ce soit en termes de conditions familiales. Alors justement, effectivement, le directeur des ressources humaines, le premier concerné, peut peut-être émettre une réponse sur ce qui a été dit. Excusez-moi, c'est pas le premier concerné. Enfin, le concerné dans les négociations, Alors, je ne suis pas le premier concerné, mais on est tous concernés, y compris dans les directions. Voilà. Simplement, ce n'est pas que les agents de production, c'est tout le monde est concerné. C'est important de le prendre en compte. Moi, je ne vais pas rentrer... je suis désolé, je vais vous frustrer, je ne vais pas renvoyer à l'UTP. Je ne vais pas rentrer spécialement dans la dimension politique. Enfin, je vais être comme mon collègue Florent tout à l'heure. On n'a pas une position, et vous le savez, on le dit régulièrement, où on émet un avis public, un avis personnel, on est comme tout le monde, un avis public sur le bien fondé ou non de la concurrence. On n'est pas dans notre rôle à effectuer des luttes, que je ne critique pas, hein, mais simplement, ce n'est pas dans notre rôle. Notre rôle, c'est d'accompagner effectivement ce que la loi a décidé, ce que le législateur a décidé. Et en cela, effectivement, on essaye de mettre en place des choses avec vous, en vous informant, dans le respect de vos positions. Aujourd'hui, effectivement, il y a un sac à dos social qui a été défini dans le cadre de l'UTP, sur lequel on ne reviendra pas. Voilà. La SNCF, elle, se positionne pour continuer à travailler et permettre dans la construction de ses filiales la mise en place d'un cadre social de haut niveau. Les discussions ont d'ailleurs commencé, elles ont été mises en stand-by. Vous savez peut-être la date mieux que moi, je suis un jeune DRH. En juin, de mémoire, avant l'été. Elles doivent reprendre un peu après les élections. Les premiers éléments de ces discussions mettent quand même en avant des avancées, notamment le maintien du statut dans les filiales, la garantie d'un parcours pro. À travers le statut, c'est aussi le maintien d'une progression salariale garantie. Voilà, on a un ensemble de choses qui se mettent en place, qui permettent d'avancer sur la partie de la SNCF, comment elle se positionne dans ces négociations. Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a 3 niveaux. Nous, on en rajoute un. On rajoute cette discussion sur le cadre social des filiales, discussion qui aboutira, on l'espère, à un accord qui ne pourra pas être dénoncé par les filiales qui seront créées, qui auront remporté les marchés. Voilà. Je ne sais pas si je réponds, je vous laisse. Oui, peut-être la CFDT ou l'UNSA a une... Merci. Alors effectivement, je commencerai ce débat par un préambule. C'est vrai que c'est la première fois et c'est la conséquence de l'organisation de ce chaos social. Et forcément, le chaos ne peut être que social dans ces conditions-là. C'est notamment l'objectif contradictoire au sein d'un même groupe SNCF. On a quand même SNCF Réseau, dont l'objectif principal est d'accueillir le maximum d'opérateurs, SNCF Voyageurs, comme les opérateurs privés. C'est son objectif, puisque, via les péages, il engrange tout simplement des bénéfices. L'objectif de SNCF Voyageurs, c'est exactement le contraire. C'est d'être le seul sur le réseau afin d'engranger le maximum d'activité et le maximum de chiffre d'affaires. Donc, déjà, nous n'avons pas les mêmes intérêts que l'on soit cheminot. Alors, pas cheminot, puisqu'il y a un cadre, évidemment, d'ensemble, mais déjà au sein des directions, c'est complètement différent. Ensuite, ça a été dit, on n'aura pas
On ne peut pas comprendre le modèle économique du TER si on ne comprend pas le terme de péréquation économique. Et ça a été, ceux qui connaissent le ferroviaire l'ont dit, on ne peut pas avoir une concurrence régulée, ça n'existe pas, si tout dépend de ce qu'on veut. Mais si on veut un service public efficace, il suffit de regarder l'histoire. Et les mêmes causes engendrent les mêmes conséquences. On parlera du fret, que ce soit l'open access. Avant, on ne comptait pas à la SNCF. On ne comptait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions, malgré le fait qu'en 2003, on ne parlait pas justement d'écologie, d'environnement, qu'on n'avait pas ça à la bouche à chaque seconde, on avait des petites entreprises, des PME, qui utilisaient les services du fret, qui pouvaient utiliser le wagon isolé, puisque les lignes rentables finançaient le fret à un coût raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui dans les directions TER. On a créé dans les TER des business units, des BU. C'est-à-dire que chaque directeur régional est responsable de son TER. Et il n'est plus solidaire avec les autres TER. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au fret? On a commencé à découper, on a commencé à isoler les coûts, le coût de financement. Et, moralité, on a eu un prix du fret qui a été multiplié par 5. Et il y a eu la table ronde en 1. Moi, je poserais la question à la FNOT. Alors, ça, c'était l'objet de la première table ronde. Alors forcément, mais c'est un lien, c'est un lien social, et vous allez comprendre. C'est que finalement, quelle sera la valeur ajoutée d'un opérateur? Alors là, on n'est pas en open access dans le TGV, comme pour TGV Fret, on est dans le système de la franchise. Mais quelle sera la valeur ajoutée d'un Régionéo, d'un Transdev? Moi, j'ai posé la question, j'ai toujours pas la réponse. Personne n'est capable de me dire. Mais moi, je vais vous le dire, exactement la même chose. Ils auront les mêmes problèmes, ils auront les mêmes cheminots, le même matériel. Exactement. Simplement, on changera, on mettra d'un badge SNCF, on mettra un badge Transdev ou Régionéo, etc. Et ça a été dit, et ça c'est très important, on n'est même pas dans un système libéral, parce que les libéraux, ils comprenaient la logique d'économie de réseau. Là, on est vraiment dans du néolibéralisme où... et on l'a très bien vu, notamment avec le marché d'Intercité sur les appels d'offres Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux, où finalement, et c'est ce que nous avions prévu, évidemment qu'aucun opérateur n'a répondu présent, évidemment qu'aucun opérateur n'a répondu à l'appel d'offres quand votre structure de coût est essentiellement composée de péages et de coûts d'exploitation. Vous allez exploiter des millions de trains kilomètres pour réaliser très très peu de bénéfices. Mais ça ne tient pas debout. Et je terminerai là-dessus. 2 tiers des TGV, parce qu'on parle toujours de TGV rentables, etc. 2 tiers des TGV ne sont pas rentables. Ça, c'est très important. Et où ils se positionnent, les TGV, aujourd'hui, les Trenitalia? Ils se positionnent sur la seule ligne rentable qui est c'est ce qu'on disait à la première table ronde, effectivement. Les lignes rentables vont être... mise en concurrence et le service public, oui. Et donc, je terminerai par ça. C'est que nous avions Karim Adeli qui parlait justement, qui disait oui, il faut plus d'offres, etc. Il faut plus de dessertes. Mais on est toujours avec le même problème. C'est un problème économique. C'est-à-dire que les régions, finalement, elles sont acculées économiquement et elles n'ont pas de dotation. Les dotations aux autorités organisatrices sont stables. Donc, sur quel levier jouer? Sur le levier de la mise sur route. On entend de plus en plus parler de fermeture de lignes. On entend de plus en plus parler malgré... Mais nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est les conséquences sur les cheminots, les effectifs. On en parlait, la sécurité. Ubériser les cheminots. Alors, il y a quand même des questions récurrentes des cheminots. C'est sur les questions de rémunération, par exemple, sur les questions du temps de travail. Les craintes portent naturellement. Est-ce que je vais gagner la même chose? Est-ce que mon temps de travail restera négocié comme il l'a été? Est-ce que peut-être... Oui. Donc, en ce qui concerne la rémunération des agents, il y a quand même eu des choses dans la loi de 2018, même si cette loi est néfaste pour le chemin de fer, il y a quand même eu des choses qui ont été négociées et qui ont permis de faire évoluer la loi qui était présentée initialement. Vous parlez au niveau de la rémunération des agents. Il y a quand même une garantie de rémunération qui est prévue dans la loi, sous laquelle les futures entreprises ferroviaires ne pourront pas rémunérer les agents tels... Alors, il y a la rémunération et les éléments variables de solde. Donc, les éléments variables de solde, les allocations, comme par exemple l'allocation familiale supplémentaire, qui a été mis dans cette rémunération, dans cette garantie de rémunération. Alors, donc, effectivement, on peut se demander quel va être le devenir de la rémunération des cheminots, puisqu'on a actuellement
certains chapitres du statut qui gèrent ces choses-là. Et donc avec la négociation, enfin avec les 15 mois pour faire tomber certains accords, quid de cette rémunération? Ça, c'est la grande question actuellement sur laquelle on ne peut pas répondre, puisque toute entreprise va vouloir mettre en place sa propre politique salariale dans les entreprises. Et identiquement, la filiale SNCF essaiera sûrement de remettre en place d'autres choses pour faire du gain de productivité et du gain salarial sur le dos des cheminots. Alors justement, Sébastien Beaupré, c'est la question. Certains voilà, disent que ces négociations sont là pour préserver une marge de manœuvre pour faire de la productivité. Et voilà, quand on parle de 700 postes supprimés sur 3700 dans le service TER, qu'en est-il aujourd'hui, vous, de votre vision de l'organisation des ressources humaines Alors, il y a plusieurs questions. Ouais, dans votre question. C'est ça. Il y a plusieurs questions, effectivement. Je vais me permettre de répondre. Côté SNCF, on a quand même le fait d'avoir acté le statut, ça vous met quand même, ça pose le sujet de la politique salariale. Voilà. Il peut rester plein d'autres sujets derrière cette politique dans les négociations, mais ça pose le sujet de la politique salariale et notamment de la progression qui n'est pas dans la loi. Voilà. Si je peux juste vous répondre, qu'est-ce que vous allez faire pour les agents contractuels, puisque OK, les statutaires, c'est écrit dans la loi, vous allez faire des choses, sauf qu'actuellement, les statutaires, vous estimez que tout ce qui est du statut ne s'applique pas à eux, donc vous voulez appliquer deux choses différentes entre les statutaires et les contractuels. Ça fera partie effectivement des discussions avec la loi qui oblige quand même de ne pas différencier les personnes pour un même métier. Et donc ça fera partie des discussions qui auront lieu soit dans le cadre de ce que vous avez actuellement avec la DRH du groupe sur le cadre social dont je parlais tout à l'heure avec les négociations qui doivent reprendre, soit effectivement pendant la période de négociation des 15 mois dont on discutait. Alors pour que on puisse voir la période de transition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la mise en exploitation commence, si je ne me trompe pas, on a 15 mois pour rediscuter en fait des règlements qui vont permettre le fonctionnement de l'entreprise en elle-même. Il faut bien voir que c'est vraiment une création d'entreprise complète. Donc on commence par des élections qui permettent de désigner les représentants, et à partir de là, l'entreprise qui a été créée va discuter avec les partenaires pour définir les conditions effectivement d'emploi, de fonctionnement de l'entreprise dans son dialogue social. Est-ce que c'est un objectif de productivité à tout va ? C'est ma deuxième question. Je dirais que ça dépend de la philosophie, de l'idéologie de l'entreprise en elle-même en termes de ressources humaines. Moi, je pense pas, et je pense que c'est partagé par d'autres personnes hors entreprise. On ne peut pas rentrer uniquement dans des discussions avec une idée de productivité pure et dure. On se retrouve après, de toute façon, avec un décalage entre la réalité et ce qu'on négocie, et on finit dans le mur. Donc on est dans l'obligation, à un moment donné, de discuter, d'écouter. Je pense que c'est une période assez importante, ces 15 premiers mois, parce que c'est aussi là où on pose le dialogue social. On est à un moment donné où on construit ensemble ce dialogue social, on le pose, on voit où on va, et je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi qui est là pour savoir comment on va tourner pendant 9 ans. Voilà. C'est pas rien. C'est pour poser ces bases saines aussi qu'au niveau de la SNCF, on essaye de discuter dès maintenant le cadre social qu'on appliquerait. C'est pour avoir ce dialogue social serein pendant ces 15 mois. Alors, est-ce que nous, aujourd'hui, on est dans la productivité ? Alors, on est toujours dans de la productivité. Une entreprise qui vit doit, à un moment donné, suivre, dans une logique d'inflation classique, normale, l'inflation pour pouvoir offrir à l'usager ou au client les prix qui sont abordables pour lui-même. On ne peut pas le laisser dériver. Aujourd'hui, on est quand même dans une dynamique au niveau de TER Hauts-de-France où on est dans un recrutement important. Pour rappel, cette année, on aura réalisé à peu près 350-400 recrutements sur TER Hauts-de-France, sur à peu près tous les métiers, dont une centaine de conducteurs qui auront été mis en stage. On est sur à peu près 300 recrutements envisagés l'an prochain. Voilà, donc on est quand même sur des dynamiques de recrutement
Alors vous me direz, vous avez fait la productivité en amont, j'anticipe, enfin en même temps c'est dans la question. Oui, il y a eu une période où on a optimisé, où on a revu nos organisations pour permettre de fonctionner différemment, d'être dans un rapport de coût plus réaliste avec le marché. Oui, aujourd'hui, on se réajuste encore, et là dans le bon sens. Alors, le Covid a quand même été un moment important, mais je pense que pour beaucoup d'entreprises, on parlait tout à l'heure de choc pendant le Covid. Je pense qu'il a été aussi dans la politique. On a vu la difficulté, le Covid et la reprise montrent aussi les limites des politiques que l'on avait dit en flux tendu. C'est-à-dire que on mettait juste ce qu'il fallait là où il fallait, avec le niveau de qualité tel que les coûts le permettaient. Aujourd'hui, on est allé au-delà, on dépasse ce niveau-là. On voit bien avec la reprise qu'on ne peut plus rester aujourd'hui dans ce monde-là, qu'on est trop fragile face à des aléas qu'on n'attendait pas, comme ces pandémies, mais les conséquences qu'elles ont derrière. Qu'on est plus fragile aussi par rapport à ce que les gens attendent aujourd'hui d'un service qui n'est pas tout à fait le même que celui qui était avant. Et donc on a effectivement une démarche qui est différente et un rattrapage qui se fait sur les effectifs, lié aussi sur l'offre qui évolue. J'essaie de répondre à tout. Mais oui, mais peut-être une réaction. Oui, une réaction. Alors c'est plein d'optimisme. Alors c'est plutôt classique pour le coup, même s'il n'y a pas le renvoi à l'UTP, c'est assez classique. Je pense que ça fait tout le lien avec cette terminologie de sac à dos social, qui ne me semble pas adaptée, parce qu'un sac à dos, ça sous-entendrait déjà qu'on s'en va. Et ce n'est pas uniquement les cas de remise en cause de droits, ce n'est pas uniquement pour les cheminots qui s'en iraient. Et ensuite, le sac à dos, il y a une notion de volume dedans. Alors, on a été abordée la question des négociations de groupe, ce que la direction appelle les négociations de groupe, pilotées pour les filiales que la SNCF créerait en réponse un peu partout, donc aux appels d'offres. Alors en réponse, aucune obligation pour la SNCF à créer ces filiales de toute manière. On imagine mal d'ailleurs un appel d'offres qui écarterait une entreprise du simple fait de son caractère historique. Et d'ailleurs, l'entreprise SNCF a créé, je crois, 80 et des brouettes filiales avec des numéros, SNCF 01, 02, machin, qui sont en sommeil pour le moment, inscrites au registre du commerce, en sommeil, et qu'elles réactivent au fur et à mesure des appels d'offres et des décisions politiques des exécutifs régionaux. Donc on voit bien que ce n'est pas une contrainte suite aux appels d'offres, c'est bien une volonté politique de l'entreprise d'externaliser une partie de sa production de manière générale. Ces négociations, elles visent justement à remettre en cause le délai de 15 mois de maintien des accords d'entreprise. C'est-à-dire que ces négociations, elles visent à ce qu'on appelle à constituer un accord de substitution, c'est-à-dire que cet accord, dès lors qu'il serait signé, viendrait effacer le délai de 15 mois de maintien des accords de l'entreprise. Et ces négociations, telles qu'elles ont été commencées, donc elles ont effectivement été avortées, puisque quand on a affaire à des gens qui vous expliquent, certes, ils n'étaient pas obligés de créer des filiales, mais ça leur paraissait être une bonne idée. 2, qui se croient autorisés à faire le tri des bagages des cheminots, des sacs à dos, etc. Alors que nous, on considère qu'il y a un bagage global pour les cheminots et qu'en cas d'exode, il n'y a aucune raison d'être amené à choisir les valises qu'on va emmener et celles qu'on va laisser sur place. Donc effectivement, quand on est à cette situation, on se retrouve confronté, alors chose assez rare, mais ça peut arriver, à une opposition unanime de l'ensemble des organisations syndicales, ce qui, pour le coup, conduit à ne pas mener très loin les négociations. Là où on en est, et sur le sac à dos, avant de savoir ce qu'on met dans le sac à dos, il faut déjà savoir ce qu'on n'y mettra pas de manière certaine. Alors à la fois par les décisions du gouvernement, les décrets, etc., à la fois par les négociations d'entreprise ou de branche, ce qu'on n'y mettra pas, c'est, pour les cheminots qui seraient transférés, c'est les droits du régime spécial en termes d'assurance maladie, c'est-à-dire que les cheminots perdent en cas de transfert le maintien de leur régime spécial d'assurance maladie, qui est quand même reconnu pour apporter une meilleure réponse en termes de soins, et donc un moindre renoncement aux soins pour les cheminots. On n'y mettra pas l'ensemble des droits du régime spécial à retraite pour les cheminots qui sont affiliés au régime spécial, puisqu'on modifie notamment les règles de calcul des pensions, qui conduit à un abaissement significatif des droits à pension de l'ensemble des cheminots. On n'y mettra pas l'ensemble des droits écrits dans le statut dont bénéficient aujourd'hui les personnels contractuels.
Il y a un nombre, que ce soit le droit disciplinaire, que ce soit l'ensemble des droits qui sont prévus dans le statut pour les personnels contractuels, y compris le contrôle dans les commissions de notation pour les contractuels de l'annexe 1, etc. Ça, on ne les mettra pas. Pour les cheminots transférés, ils perdront l'ensemble de ces droits, les cheminots contractuels. Donc le renvoi au statut. On n'y mettra pas les conseils de discipline. C'est-à-dire qu'on va contraindre des cheminots à être transférés, à changer d'employeur, à changer d'entreprise, et dans le même temps, le patronat s'organise pour pouvoir faciliter le licenciement des cheminots. Donc ça frise la schizophrénie, mais on en est là. On n'y mettra pas les dispositifs de reconnaissance de la pénibilité, notamment. Et notamment pour l'ensemble des personnels contractuels qu'on renvoie vers un dispositif de droit commun, c'est-à-dire qu'on retire l'ensemble des dispositifs qui existaient dans l'entreprise. On n'y mettra pas non plus les règles entourant le temps de travail. Et c'est là, alors vous aviez repris l'histoire de la fusée à 3 étages, c'est un mythe qu'on nous a servi en 2016 à l'occasion des négociations sur le temps de travail. On nous avait expliqué qu'il y avait un décret socle, un accord de branche et ensuite des accords d'entreprise, le tout devant conduire à un haut niveau de garantie en termes d'aménagement du temps de travail. Là, dans les négociations, l'entreprise SNCF considère clairement que l'accord d'entreprise sur le temps de travail, alors qui est la part la plus importante du dispositif, puisque le décret socle est au ras des pâquerettes, l'accord de branche est minimaliste, donc c'est bien l'accord d'entreprise qui vient conforter le tout. Et l'entreprise ne veut pas le maintenir dans les filiales qu'elle va créer en réponse aux appels d'offres, etc. Donc là, c'est la fusée à 3 étages a déjà largué un de ses étages à la mer. Donc on voit bien l'objectif. Et ça, c'est uniquement pour les cheminots transférés. On a ensuite, dans l'entreprise, déjà une remise en cause de l'ensemble des droits. Alors justement, dans ce sujet de la transférabilité, la notion de volontariat versus le transfert obligatoire, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des cheminots qui peuvent perdre leur statut, en tout cas avoir à déménager, où en est-on aujourd'hui sur ces questions-là? Je pose la base, vous réagissez. La loi se veut protectrice, je pense, dans la philosophie à la base. Vous allez dire que je suis encore optimiste, hein, mais je suis un éternel optimiste. La loi se veut protectrice et donne priorité sur le volontariat. C'est-à-dire que la première démarche qu'il y aura, c'est l'appel à volontariat. Et si il n'y a pas assez de volontaires, à ce moment-là, on rentre dans des logiques de transfert du personnel en fonction d'un taux d'affectation qui est calculé. C'est un calcul savant, scientifique, assez complexe, assez facile pour certains métiers, assez complexe pour d'autres, notamment parler des directions, c'est assez complexe, qui prend en fait la part de votre activité en fonction du lot qui est transféré, en fait. Voilà, pour simplifier, vous voyez la limite de l'exercice sur quelqu'un qui fait de la commande ou qui est au COP. Voilà. Au centre opérationnel, ça devient plus compliqué, mais ça se calcule. Voilà. Si ces personnes sont à 50%, elles sont transférées d'office. Si elles le sont, c'est l'entreprise qui leur dit qu'elles sont transférées. Voilà. À ce moment-là, la loi est développée ainsi pour permettre justement aux cheminots, indépendamment du transfert de gestion de l'activité, du domaine, de déménager justement. Alors, il pourrait y avoir peut-être des conséquences quand on regarde un peu la répartition, mais la philosophie est celle-là. Si une personne fait le choix de ne pas vouloir conserver son métier et son lieu de travail, effectivement, la loi prévoit, si elle est à moins de 50%, que la SNCF, l'entreprise initiale, lui propose un poste, alors, idéalement dans la région, et sinon au niveau national. Et en cas de refus, effectivement, le licenciement peut être envisagé. Dans le cas où on est à plus de 50%, la loi prévoit que si l'agent refuse son transfert, c'est l'entreprise accueillante qui licencie la personne. Voilà. Donc effectivement, il y a des notions de licenciement, enfin, c'est ce qui peuvent être dramatiques. C'est bien de rappeler les règles, puisque voilà, ça peut être des questions... C'est la résultante d'un choix. Alors vous me direz, c'est choisir entre Caribe et Scylla, mais c'est la résultante d'un choix et qui quand même permet de se maintenir idéalement dans son métier, dans son environnement de travail, dans son collectif de travail et dans son métier. Voilà.
Alors, dans son métier, justement, on parle aussi de polyvalence. Il y avait une question, est-ce que demain, avec les nouvelles règles, un conducteur pourrait se dire, se voir attribuer d'autres tâches pendant des pauses? Quel est le point là-dessus? Quel est le... Vous vouliez réagir peut-être? Oui, parce que bon, Monsieur Beaupré se veut très rassurant sur beaucoup de choses, hein, y compris sur les prévisions, ce qui est prévu dans la loi. Ça reste quand même, pour le cheminot concerné, un choix entre la peste et le choléra. Il n'a rien demandé à personne, il était très bien dans son coin, il faisait son boulot, et parce que des gouvernements ont décidé, et parce que l'Europe pousse un petit peu à la roue, il se retrouve à devoir faire un choix entre accepter un transfert dans une entreprise en perdant tout ce qu'il connaissait, ou alors de perdre son emploi purement et simplement, ou, troisième choix, de complètement bouger en emmenant femmes, enfants, bagages dans son départ. Donc on les positionne quand même dans une situation très compliquée socialement, mais aussi intellectuellement, à choisir quelque chose qu'on leur impose. Et on a beau essayer d'arrondir un petit peu tous les angles, il n'y a aucun cadrage social réel qui prendra en compte cet aspect-là vis-à-vis des cheminots. Le cheminot concerné par le transfert, il subit complètement l'ouverture à la concurrence et il subit ses côtés néfastes. Sur la polyvalence, mais c'est valable pour l'ensemble des sujets. C'est valable pour cet accord d'entreprise sur le temps de travail qui avant était un décret et qui était un petit peu dérangeant. Donc on en fait un accord d'entreprise qui sera éventuellement complètement enlevé au bout des 15 mois et qui permettra à la SNCF, via ses filiales, d'aller au moins 10 ans social en appliquant la CCN systématiquement, puisque la SNCF, elle n'a pas attendu, elle a déjà modifié le statut, elle a créé 2 statuts. Elle en a créé un pour les cheminots qui resteront dans l'entreprise mère, et puis un pour ceux qui iront dans les filiales. Déjà, il y a une différence. Donc on voit déjà l'orientation prise par la direction nationale, et après on appliquera dans ces filiales les choix de la direction nationale, qui sera là, non pas forcément pour s'intéresser aux cheminots, mais plutôt pour pouvoir répondre à des appels d'offres et garder éventuellement des marchés. Mais des marchés avec ce qu'elle rêve depuis des années. Toucher au RH 77, toucher aux acquis des cheminots et pouvoir faire des cheminots un travailleur salarié comme n'importe quel travailleur de n'importe quelle entreprise. Sauf que le cheminot a ses particularités d'utilisation, a ses particularités de métier, et c'est ce qui explique l'ensemble des règlements qui cadraient l'emploi d'un cheminot. Pour revenir sur la polyvalence, vu que c'était votre question, encore un rêve de la SNCF, et bim, ça tombe bien, il y a l'ouverture à la concurrence. Donc oui, les concurrents qui se positionnent sur différents appels d'offres et qui malheureusement ne sont pas là ici pour un petit peu donner leur vision des choses du cadre social. Parce que ça aurait été peut-être aussi intéressant de les entendre, parce que des fois on les entend à l'UTP, même par la bouche de leur porte-parole, ça fait froid dans le dos. La SNCF, elle n'est pas mieux, ça fait des années qu'elle rêve de la polyvalence, et là, le gouvernement lui offre sur un plateau. Donc oui, de la polyvalence, elle va être demandée partout. C'est déjà le cas côté fret, parce que côté fret, les métiers ont évolué encore plus vite, parce que l'ouverture à la concurrence a démarré beaucoup plus tôt. Et on demande aujourd'hui à des conducteurs, mais des agents aussi d'exploitation, hein, au niveau du fret c'est limité, mais côté TER, on aura les agents de gare, les agents de train, les agents de maintenance, à qui on va demander tout et n'importe quoi. Et là le fantasme qui pourrait sortir de n'importe quel cerveau de dirigeant va pouvoir prendre vie. On va pouvoir le faire. Voilà, ce qu'ils espéraient depuis des années, ça va exister. UNSA, CFDT, quelle réaction? Donc par rapport à ce que nous a dit M. Beaupré, effectivement, il veut être très rassurant pour les cheminots, le transfert va très bien se passer. Juste pour reprendre vos mots, vous avez dit que dans le cas d'un agent qui aurait plus de 50% d'utilisation, il faut quand même savoir qu'il y a des critères classants qui vont le faire monter plus ou moins haut dans la liste. Et s'il venait à refuser le transfert, on va lui faire une proposition de reclassement au sein de... en priorité régionalement et après sur le périmètre national. Et s'il refuse, donc éventuellement, il pourrait être licencié. La loi, et je pense que la SNCF ne va pas se priver de l'appliquer, c'est bien un licenciement. Il n'y aura pas éventuellement, il sera licencié ou pas. Après, sur les 15 mois, je vous rappelle que c'est une possibilité dans le Code du travail, mais le Code du travail vous permet aussi de ne pas remettre en cause les accords d'entreprise avec lesquels les salariés sont transférés. Donc,
Si vous voulez, comme tout à l'heure vous avez dit, une paix sociale, du dialogue social, pourquoi remettre en cause les acquis des cheminots qui vont être transférés dans la filiale SNCF? Puisque si ce n'est pas le privé, ça sera la filiale qui est tout à fait pareil. Et ensuite, donc, vous avez dit il y a 12 mois pour négocier les futurs accords. Donc vous avez un schéma déjà de production, puisque pour répondre à l'appel d'offres, chose sur laquelle vous avez le secret des affaires et donc vous refusez actuellement de répondre à nos questions, vous avez quand même un schéma directeur sur ce que vous allez faire. Donc déjà, on sait que sur PACA, c'était à l'accord de branche qu'ils ont été les roulements qui ont été proposés, tout ça. Donc on sait pertinemment, comme a dit Stéphane, que le 19.6, c'est une chose que l'entreprise ne veut plus. Donc autant dire directement aux cheminots, pour la filiale, vous serez transféré avec telles conditions, puisque c'est déjà ce que vous avez prévu. Alors 19.6, c'est le repos. Quand on termine à 19h, on ne Pour les reprend roulements. pas avant 6h du matin. Oui, ben moi je voulais. Ouais. Ça marche pas, celui-là. Non, mais je voulais simplement compléter en disant que effectivement il y a un cadre, mais ce cadre, on va dire, qui est plus ou moins satisfaisant. Il est quand même issu des négociations. Il n'est pas arrivé comme ça. Il est issu de négociations des organisations syndicales avec l'État, avec le gouvernement. Et surtout, c'est vrai que malgré le fait que ça ne soit pas parfait, ce cadre a permis de réduire considérablement le delta de compétitivité entre les différents opérateurs et la SNCF. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de notable, dans le sens où on se souvient des opérateurs ferroviaires privés qui voulaient en découdre avec les cheminots et qui annonçaient déjà et qui faisaient miroiter aux régions le fait qu'ils allaient être compétitifs de 30%, puis c'est descendu à 20%, puis à 10%, et aujourd'hui on a réussi à minimiser ce delta de compétitivité. Alors, justement, par le transfert, en accompagnant justement le cheminot avec des garanties sociales qui sont écrites. En revanche, il faudra être très vigilant sur un aspect, et c'est le cas notamment en Hauts-de-France, c'est l'étape de l'avis de concession. Parce que dans l'avis de concession, justement, on a un arbitrage qui doit être fait entre SNCF Voyageurs et la région sur le nombre d'équivalents temps plein donc d'équivalents temps plein d'agents concernés par le transfert sur le lot concerné. Et on voit évidemment que la région, elle, ce qu'elle veut, c'est définir le minimum d'agents sur la ligne concernée par le transfert, et a posteriori recruter elle-même des agents qui ne seraient plus au statut. Donc il faudra vraiment faire attention à cet aspect-là. Et c'est vrai que généralement, on va dire que SNCF Voyageurs et la région et l'autorité organisatrice trouvent un certain niveau d'équivalent temps plein. C'est pas le cas justement en Hauts-de-France, où ils se battent toujours, ils ne sont toujours pas d'accord sur le nombre en question d'agents à transférer sur les différents lots. Et ça, c'est possiblement dans l'appel d'offres. C'est une obligation. Normalement, C'est ils ont une un obligation, an. donc on verra une fois l'appel d'offres révélé Et ce qu'il y avait comme obligation dedans. Oui. Oui, et c'est l'ART qui doit trancher, notamment en cas de saisine. Mais on voit que ça prend énormément de temps dans certaines régions. Sébastien Beaupré, oui, évidemment, vous allez répondre à beaucoup de choses aujourd'hui. Oui. Alors, après, je ne veux pas me mettre en défense, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce que la loi décide, et puis il y a ce que la SNCF propose, parce que ça, c'est pour vous guider, et après, il y a ce qui se passera, et on n'en sait rien. Je suis d'accord avec vous, il y a de l'inconnu. Ce qu'on négociera avec la filiale pendant les 15 mois, moi, je ne le sais pas. Voilà. Effectivement, on a une offre qui a été transmise, comme on s'est engagé d'ailleurs à participer à tous les appels d'offres. Il y a une offre qui a été transmise, elle va guider ces discussions. Elle comporte certainement des marges de manœuvre pour ces discussions, mais ça, elle guidera ces discussions. Je voudrais revenir sur 3 points. Un, pour concrétiser quelque chose, c'est le statut, mais pas tant sur le statut, parce que vous avez raison, on n'a pas tout transféré dans le statut. Il y a la partie moyens syndicaux du chapitre 1, qui n'a pas été complètement transférée, et la partie organisation du conseil de discipline, puisqu'il y a toujours la consultation du dossier et le défenseur qui sont là. Alors pourquoi ça n'a pas été fait ? C'est plus... je ne rentre pas dans ces débats-là, qui étaient des débats que vous avez eus, je pense, avec Madame Kessar.
pourquoi c'est pas transféré? Parce qu'on est sur des structures qui sont plus les structures de la SNCF. On n'est pas sur 3800 personnes, on est sur des structures qui vont aller pour l'étoile d'Amiens, je crois qu'on est autour de 370, 400 personnes dans l'appel d'offres, dans le cahier des charges. On n'a pas possibilité, à un moment donné, pour faire un conseil de discipline, d'identifier 3 cadres supérieurs, sans même rentrer, puisque c'est ça la règle dans le statut, pour organiser ça. On n'a pas les moyens, et ça serait disproportionné, des délégations syndicaux, sauf à se les financer sur les accords sociaux qu'il y a après, parce qu'il n'y a pas le nombre de personnes nécessaires. Ce qui n'empêche pas de construire des choses autour dans le dialogue. Simplement, je voulais prendre cet exemple pour montrer que les tailles des entreprises sont différentes et donc effectivement, on n'est plus sur les mêmes réalités économiques, sur la même agilité, sur la même souplesse, ce qui n'empêche pas de discuter. Et du coup, c'est l'importance aussi de cette discussion pendant ces 15 premiers mois pour réellement être sur des accords qui sont adaptés à l'entreprise. Ces accords, ils ne doivent pas être des accords qui sont source de conflits parce qu'inapplicables, des accords qui sont source de conflits parce qu'à un moment donné, ça empêche de faire rouler les trains parce qu'ils ne sont pas applicables de ce côté-là, tout le monde y perdra. Et les dimensions et l'activité et la spécificité des zones nécessitent ces discussions. Quand on parle du 19.6, oui, le 19.6, il a une pertinence dans certaines activités, il l'a moins dans d'autres, il a un coût beaucoup plus important, un 19.6, quand vous êtes au TGV que quand vous êtes au TER. Voilà, parce que les horaires, l'enchaînement des trains, il est différent. En même temps, vous allez me répondre, il y a l'importance de la qualité de vie des agents, alors pas au travail cette fois-ci, dans l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte dans les discussions. Voilà. Je crois de mémoire, alors je ne la connais pas bien, mais la convention collective prévoit des taquets également. Moi, j'avais en tête 20h, 7h, on m'a dit 21h, 8h la fois dernière. Donc voilà. Mais on est dans ces charges-là. C'est bien, c'est pas bien, ça fait déjà une référence et après on en discute. Alors, vous me direz, je suis encore optimiste, mais moi je crois vraiment au dialogue social, enfin, peut-être pour ça que je suis DRH à la SNCF. Mais voilà. La polyvalence, c'est pas la polycompétence. La polyvalence, c'est développer ses compétences, les compétences de son métier telles qu'elles sont reprises dans les classifications, dans divers environnements de métier. On l'a déjà, quand un agent chez nous au guichet accompagne les personnes à mobilité réduite au train, on est dans de la polyvalence. C'est ça. Est-ce qu'on demandera demain à un conducteur de tenir un guichet parce qu'il a 4 heures de coupure? Non, ce n'est pas dans la classification. Vous voyez, donc non, ce n'est pas légal. Voilà. Est-ce que demain, on peut lui demander d'actionner une aiguille ou de faire une manœuvre pour rentrer au garage? C'est envisageable. Voilà. La polyvalence, on est dans ce niveau plus de compétences, où on garde la compétence d'un métier global dans un environnement. C'est petite précision, sans avis de si c'est bien ou pas bien, sachant qu'on le fait déjà un peu. Eh ben, allez. Allez-y. Ouais, bon, alors on va pas refaire les négociations de groupe qui ont échoué avec votre collègue, avec vos collègues, et on va pas non plus revenir sur l'ensemble des arguments qui sont exactement les mêmes. J'imagine que ça devait être écrit quelque part. Exactement les mêmes arguments sur lesquels on avait rétorqué évidemment des contre-arguments. Moi simplement, je voudrais revenir sur la philosophie de l'entreprise qui se veut rassurante partout. C'est pas vous personnellement, c'est dans votre rôle. Partout, la direction de l'entreprise se veut rassurante. Moi, je reprendrai les propos du président Farandou, qui répondait, il n'y a pas très longtemps, à 2 sénateurs de droite, Moret et je ne sais même plus comment s'appelait l'autre, Sauterelle, tous les deux très impliqués dans la libéralisation. Et il leur répondait, alors tous les sénateurs n'ont pas l'honneur d'avoir une réponse écrite du président, mais ces deux-là l'ont eu, et il leur répondait, je cite, « Il y a dans la durée la capacité de générer davantage de productivité. Par exemple, les marges de manœuvre permises par la réforme du statut dont les effets se matérialiseront à moyen terme. » Donc on voit bien que l'objectif, c'est de réduire un maximum les droits pour dégager des marges financières pour l'entreprise, c'est-à-dire gagner du pognon sur le dos des cheminots. Ce qui nous conduit à dire que le sac à dos prend rapidement au regard de l'objectif poursuivi
et de l'état des droits qu'on a déjà intégrés dedans, a plus la taille d'un sac banane que d'un sac à dos réellement. La question des transferts, c'est exactement la même question. Se poser la question de savoir qui va être transféré, comment, pourquoi, comment il va le vivre, ça nécessite la question préalable de est-ce qu'il faut transférer les cheminots? L'entreprise SNCF sait produire des trains sans transférer les salariés. Elle le fait au fret pour VFLI qui remporte des appels d'offres, et c'est Fret SNCF qui assure les trafics avec ses cheminots, ses engins, etc., pour donner la pousse à sa filiale. L'entreprise peut très bien le faire. Les transferts de personnel s'imposent de manière scandaleuse aux cheminots, c'est-à-dire qu'on ne leur laisse pas le choix, si ce n'est celui d'être privé de boulot et de revenus, mais elle ne s'impose absolument pas aux directions d'entreprise qui pourraient très bien laisser leur coquille vide telle qu'ils les ont construites et prester, c'est-à-dire que les cheminots de la SNCF travailleraient pour eux. Donc, en plus, ça économiserait la question du maintien des droits, etc. Si ce n'est qu'on a quand même une partie des dirigeants de l'entreprise qui rêvent d'être dirigeants d'une PME du ferroviaire, d'être petit patron d'une PME du ferroviaire. Ça leur donnerait du galon, de l'estime d'eux-mêmes, etc. C'est pas toujours, et c'est même souvent, ceux qui maîtrisent le moins le sujet du ferroviaire. Mais en tout cas, ils maîtrisent vachement leur ego et leurs perspectives personnelles. Les questions de suppression aujourd'hui, on a déjà des choses qui se mettent en place. On a des suppressions de postes, ça a été dit tout à l'heure, 700 postes supprimés sur les 3 dernières années, etc. Donc on voit bien que le modèle qui est mis en place, c'est déjà un modèle de suppression de moyens, de polyvalence, polycompétence, vous l'appelez comme vous voulez. Là, on est dans la philosophie. Hein. C'est simplement de savoir si on fait faire un cheminot qui a été formé pour exécuter des tâches en sécurité pour lui et pour le système ferroviaire, si on lui demande de faire autre chose pour lequel il n'a pas nécessairement été formé, puisque les capacités d'intégration de compétences pour un être humain de manière générale, elles sont quand même limitées, et dès lors qu'on demande à un cheminot de faire autre chose que ce pour quoi il a été formé dans son boulot, et bien nécessairement, on rogne sur ce qu'il devait faire, et donc on rogne sur la qualité de service, on rogne sur sa sécurité, sur la sécurité des circulations de manière générale. La polyvalence, elle est accrue par l'accord de branche classification-rémunération, qui développe les possibilités de polyvalence. Je ne dis pas que ça n'existait pas auparavant, je dis simplement que c'est accru par l'accord de branche classification-rémunération, et que ça aura nécessairement à un moment donné un impact sur la sécurité des cheminots et la sécurité des circulations. Le 19.6 dont on parle, le 19.6, c'est un fantasme patronal phénoménal, hein. Alors, il y a une centaine d'années, dans les années 1920, le patronat voulait remettre en cause, donc c'était les entreprises privées, hein, celles que vous voulez refaire aujourd'hui, le patronat voulait remettre en cause l'ensemble des droits des cheminots et de l'organisation du travail, qui lui coûtait trop cher. C'est exactement les mêmes... on n'a pas changé d'un iota hein, depuis, c'est le monde d'avant. Donc il y avait déjà une réglementation, le patronat était déjà là-dessus. Le 19.6, il ne date pas d'hier. Il a été écrit dans le décret de 99 suite à l'accord 35 heures à la SNCF, mais il était déjà écrit dans le décret de 1938, quand on a créé la SNCF. Le décret de 1938, alors c'était 20 heures, 6 heures, certes, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Jusqu'alors, le patronat du ferroviaire et les cheminots ont toujours réussi à produire des trains, malgré cette règle qui est complètement scandaleuse, etc. Moi, je pense que c'est un problème de formation aujourd'hui des dirigeants d'entreprise qui ne savent plus faire produire du train et organiser la production avec les règles qui les entourent. Donc, ils veulent changer les règles. Mais je pense que c'est leur formation qui pêche. Et le 19.6, c'est effectivement une incidence sur la vie personnelle du cheminot, mais c'est aussi une incidence sur la sécurité et sa santé. Quand on travaille en horaire décalé, quand on travaille en horaire de nuit, quand on travaille en service décalé par rapport à la vie de ses proches, etc., nécessairement, quand on arrive en repos, le temps de repos, déjà, par moment, on le néglige pour gagner un peu de temps avec ses proches qu'on ne voit jamais. Donc ce temps de repos qu'on néglige, c'est mauvais pour la santé, etc. Le 19.6, il sert à quoi? Il sert simplement à avoir 2 jours calendaires complets dont on peut profiter pleinement. C'est-à-dire que si vous commencez à 2 heures du matin après vos repos, eh ben, votre dernier jour de repos, vous ne le consacrez pas uniquement au repos, au temps partagé avec vos proches, à la détente et compagnie, puisque nécessairement à 19h ou à 20h, vous allez vous coucher pour être sûr d'être en capacité le lendemain de réembaucher. Donc le 19.6, il sert à ça. On ne réinvente pas l'eau tiède au fil des siècles, etc. Le 19.6, il a cette vertu de préserver la santé, les temps partagés avec ses proches en dehors du travail et la sécurité ferroviaire de manière générale. Sur les négociations à venir dans les entreprises, les filiales, etc., là aussi, c'est quand même paradoxal d'entendre un représentant de la direction qui nous dit « je ne sais pas ce que vont donner les négociations dans les futures filiales, etc., mais qui nous dit en parallèle qu'on a déjà rogné les droits syndicaux pour ces filiales. C'est-à-dire qu'on va les négocier avec des tauliers qui viennent de la SNCF, des cadres sup, ceux qu'on ne trouve pas suffisamment pour constituer un conseil de discipline, mais d'un autre côté, il y aura
pas de représentants syndicaux, puisqu'on rogne les droits syndicaux avant même qu'ils aillent à l'intérieur. Donc comment on peut escompter honnêtement mettre en place une négociation d'entreprise, quand bien même le transfert serait rendu obligatoire, etc., dans une entreprise où on prive les salariés de leurs représentants syndicaux et donc de leur capacité d'exprimer les besoins. Et ensuite, sur les questions de transfert, nécessairement, l'ensemble de ces remises en cause de droits, ça a un impact sur la fidélisation du personnel, nécessairement. Donc, de savoir si les cheminots seront volontaires pour aller dans une filiale, pour aller dans une autre entreprise, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, ou autre chose de ce style-là, ou filiale d'une autre entreprise publique de transport en Ile-de-France, qui ont exactement les mêmes formules, nécessairement, alors quand on est quand même attaché à notre entreprise, cheminot, quand on vous sabre l'ensemble de vos droits, eh ben, c'est pas très incitatif quand même pour y aller. Et puis ensuite, on s'interroge actuellement beaucoup, par médias interposés, sur les problématiques de recrutement, les problématiques de démission, etc. On n'arrive plus à recruter. Alors, à une époque... Ça, c'est le problème de la formation aussi. Effectivement, il est bien présent, quoi. On en parlait à la précédente table ronde, voilà, de la formation sur des profils très spécialisés, des profils qualifiés se font très rares aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a tout un aspect de marque employeur à mettre en place pour attirer des nouveaux talents, les former, les fidéliser. Et donc, aujourd'hui, l'entreprise a plutôt intérêt à travailler cette marque employeur. Je peux aller que dans votre sens. Oui. Non, mais... Oui. Mais je crois que vous avez tout résumé à travers la marque employeur. C'est-à-dire qu'on a besoin... C'est un gros sujet actuellement, la marque employeur. Voilà. Toutes les entreprises sont... On a besoin d'attirer les candidats. On a besoin de fidéliser nos collaborateurs. Oui, c'est vrai. On a un peu moins d'arguments qu'avant, avec les évolutions que la loi a faites sur le statut cheminot. Mais on a des arguments, on a des avantages, on faut les mettre sur la table. Je fais confiance à nos concurrents pour qu'ils mettent aussi en avant leur marque employeur. Mais en tout cas, on doit la construire. Ce qui est sûr, c'est qu'à la SNCF, on ne sait pas bien le faire, ça. On ne sait pas le faire. On sait faire la liste de ce qu'on n'a pas, ça, on sait bien le faire. On ne sait pas faire la liste de ce que l'on a, on l'a oublié, parce qu'on trouve ça normal. Non tact, la concurrence montrera qu'aujourd'hui, ce n'est pas si normal que ça, qu'il existe encore des avantages. Sur le recrutement, oui, on rencontre des difficultés, mais comme beaucoup d'entreprises, dans des zones hyper sollicitées, on va parler de Creil, de Paris, on est un peu plus à l'aise sur d'autres zones, parce qu'on est sur des métiers passion. On n'est pas conducteur parce qu'on a vu de la lumière et on est rentré. Parce qu'il y a les contraintes, mais parce que c'est aussi un métier passionnant. On ne fait pas de la maintenance dans les ateliers parce qu'un jour, on a eu envie de changer une roue. Il y a une vraie passion pour le ferroviaire, pour tout ce qu'il y a à l'intérieur, cette haute technicité qui est nécessaire. Et je ne vais pas faire tous les métiers, mais je vous assure que je pense que chacun des métiers du ferroviaire nécessite une vraie passion. De fait, on arrive à trouver les gens qui cherchent. Après, effectivement, c'est de la formation, c'est de l'investissement. Derrière cette formation, c'est de la sécurité qu'on ne peut pas bâcler. Et ça met du temps de fait à revenir dans les effectifs, puisqu'on parlait tout à l'heure des difficultés d'effectifs. Un conducteur, c'est 1 an, c'est-à-dire même 1 an et demi, 2 ans, entre le moment où on décide de lancer le recrutement, on fait la recherche, on fait les sélections, on le met en formation, la sortie de formation, le moment où il va pouvoir être autonome sur son train, c'est effectivement quasiment 2 ans. Voilà, entre 1 an et demi et 2 ans. Donc on a vraiment ces sujets-là, comme disait Florent tout à l'heure, le ferroviaire, ça se fait sur un temps long, toujours trop long pour l'usager, on peut le comprendre, mais ça se fait sur un temps long. Et le recrutement, on est là-dessus. Quelques réactions. Et ensuite, on a justement un expert qui vient juste après pour nous donner des chiffres sur des répercussions d'ouverture à la concurrence concrètes. On pourra tout compléter avec des chiffres. Je voulais juste revenir sur 2 choses que vous avez dites qui m'ont fortement interpellé, une positivement et une négativement. Donc on a parlé de polyvalence, de droit des salariés dans les futures sociétés, ces choses-là. Vous avez dit 370, vous avez répondu au cahier des charges avec 370 agents.
Donc, parce que de mémoire, quand j'ai reçu le courrier, et comme tous les agents de l'UTR l'ont reçu, c'était entre 430 et 460 agents. J'ai plus le chiffre en tête, donc ça fait quasiment 100 personnes en moins. C'est 470, excusez-moi, c'était une erreur de ma part. Ok, d'accord. Parce que je m'interrogeais déjà si vous avez prévu de gros gains de productivité pour réussir à répondre avec 370 agents seulement. Et deuxième chose, vous m'avez rassuré sur le 19.6. Vous avez dit qu'au TGV, c'était très coûteux de faire le 19.6, mais pas au TER. Donc on espère que quand on verra les accords sur le temps de travail arriver, le 19.6 restera bien dans nos textes pour les futurs agents qui seront transférés. Ça se discutera de toute façon pendant les 15 mois. Ce que j'ai dit, c'est que ça dépend de la structure de production, de l'organisation de la production et de l'environnement de production. Donc voilà, c'est ça que j'ai dit. Et que je prenais l'exemple du TGV. C'est un sujet quand même chez TER, si on veut en parler, mais moins prégnant. Voilà. Après, j'ai aussi dit qu'il y avait des taquets qui existaient. Je partage, c'est pour ça que je parlais de qualité de vie, d'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais de sécurité aussi. Je peux caler dans votre sens. Effectivement, quand on a, après une semaine de travail, un repos de 2 jours, il faut que ce soit 2 vrais jours. Et donc, comment on les construit, à quel moment on considère que ça n'en est plus. Prenez l'exemple de 2 heures du matin, effectivement, enfin, on est tous d'accord. Je vais prendre un exemple provoque exprès, 22 heures, est-ce que c'est un horaire décent? Moi, je pense pas. Hein. Mais vous voyez, je le pense pas, j'ai pris exprès. Mais voilà, après, quand on parle 19-6, est-ce que 20 heures, c'est gênant? Est-ce que 18, c'est mieux? Voilà, enfin, ça fait partie des échanges. Non, mais moi, je suis quand même abasourdi. J'ai jamais été dirigeant d'entreprise. Alors, c'est pas vous, monsieur Beaupré, hein, que je vise directement. Mais on ne me fera pas croire quand même qu'on répond à un appel d'offres en sachant pas comment on va organiser le travail, parce que c'est ça qui coûte. Donc, me dites pas, on verra bien dans les 15 mois exactement comment on va organiser le travail. Les entreprises, toutes les entreprises qui ont postulé, ont travaillé sur les conditions de travail et l'aménagement de la production. Donc, vous savez déjà sur quelle ficelle vous allez tirer. Au niveau SNCF, et les autres entreprises qui sont aussi concurrentes ont regardé aussi sur quelle ficelle elles vont tirer. Donc ça, c'est pas un secret de polichinelle. Et par contre, aujourd'hui, on fait comme si que, non, promis, on verra plus tard si oui ou non, on touche au 19.6, si on va jusque 20h, 19h30, 20h30, on verra bien. Non, il y a déjà des directions qui ont été données, sûrement émanant de la direction nationale, sur la polyvalence, mais aussi sur les conditions d'emploi des cheminots, et aussi sur leur rémunération. Tout est déjà visé. Et c'est presque bouclé, et les cheminots vont découvrir ça avec un simulacre de négociation qui aura lieu sûrement entité par entité. Donc ça me fait un petit peu... je suis un petit peu surpris voilà, d'entendre une entreprise qui dit « je ne sais pas encore exactement comment je vais organiser le travail sur les appels d'offres et sur comment ça se passera plus tard pour les cheminots ». Merci beaucoup pour ces échanges. Juste vraiment... Je suis toujours bref. Hein. 10 minutes, hein, j'ai chronométré. J'ai tous les chronomètres, on en parle après. Hein. Ouais, mais il doit y avoir un défaut dans le chronomètre. Je suis comptable. Ouais, sur les emplois, les embauches, les difficultés d'emploi, etc., il y a quand même 3 éléments. Il y a très probablement que la direction n'a pas découvert du jour au lendemain par voie de presse qu'il y avait des effectifs insuffisants. Ou alors on a vraiment un problème pour le coup de comptabilité. Il faudrait peut-être les aider. Donc on imagine bien qu'ils se sont fait prendre dans le pot de chocolat et on voit bien que c'est un système, le schéma concurrence qui est mis en place, où on réduit les moyens, etc., pour habituer les usagers, etc., et se préparer à ça. Il y a une autre chose, c'est les droits des cheminots. Je parlais tout à l'heure des droits de manière générale, mais les droits spécifiques des cheminots, le régime spécial, le statut, etc., ça a été conçu à l'origine pour fidéliser la main-d'œuvre, justement qualifiée. C'est ce qu'on disait. Qualifiée. Après, donc aujourd'hui, sur la marque employeur, à rebours, mais c'est pas la marque employeur, c'est à rebours. Non, parce que sinon chacun va faire ce qu'il veut dans son épicerie, parce que c'est tous des baronnies là-dedans. Mais l'idée, c'est quand même. Quand je disais marque employeur, c'était plus voilà. Les cheminots sont attachés à la SNCF, ils travaillent pour la SNCF. Les droits spécifiques, le régime spécial, le et statut, etc. Et les droits sont... Dès lors que c'est fait pour fidéliser, si on le retire, il y a une chance que ça ait l'effet inverse. Donc au lieu de le retirer, de fermer le statut, de fermer le régime, on a tout intérêt à l'étendre à l'ensemble des cheminots de la branche et on aura peut-être moins de difficultés. Puis ensuite, il y a une partie feinte de la direction qui feint de ne pas trouver de candidats, etc. La direction d'entreprise, régulièrement, nous dit on n'arrive pas à trouver de candidats.
quand notre organisation syndicale organise des bureaux d'embauche de ci, de là, on arrive à en collecter sans aucune difficulté sur les parvis des gares. Donc c'est pas compliqué à trouver les parvis d'une gare. On arrive à en récolter un maximum. Après, dans le suivi, quand on les donne à la direction, il y a des suivis quand même cocasses. Et je prendrai un exemple. Récemment, des camarades je termine là-dessus. Des camarades de Brive, là-bas, donnent des CV à leur direction locale pour des emplois je ne sais plus quoi. On convoque les candidats à un entretien à Paris sans leur donner de billet de train. Donc, effectivement, on peut concevoir qu'on ait des difficultés parfois à trouver des candidats, etc., si on n'est pas fichu d'organiser avec un minimum de bon sens les embauches, etc., des cheminots. Et je termine. Tout à fait. Justement, on va poursuivre le débat après. Je vous invite à rester. On aura des échanges avec la salle. Je voulais inviter Pablo Martinez du cabinet d'expertise Émergence, qui, lui, il a des chiffres, il a étudié les répercussions de l'ouverture à la concurrence, puisque là, on parle, on ne sait pas vraiment, on voit qu'il y a des incertitudes. Donc, vous allez nous expliquer tout ça. Et après, place au débat. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Pablo Martinez, responsable des expertises et études au cabinet Émergence. On a la chance, et je les remercie, d'avoir la confiance des cheminots qu'on accompagne depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, pour ce qui relève des chiffres, je dirais que je ne vais pas aller sur les chiffres plutôt. Je voudrais plutôt qu'on aille sur les constats que l'on fait, nous, sur les études ou expertises qu'on a eu l'occasion de réaliser dans les différentes entreprises et différentes régions pour les cheminots. Je vais... alors, si on peut faire passer la slide numéro 1. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le contexte européen parce que bon, le temps nous est un peu compté. Je vais plutôt rappeler rapidement le contexte dans lequel cette mise en concurrence intervient et surtout comment elle se retranscrit dans la loi. Ensuite, je vous ferai part de ce que nous on observe comme constat, comme hypothèse et ce que l'on perçoit notamment sur la question des conditions de travail. Donc, comment ça se passe ? En fait, les régions, elles ont 3 choix. Soit elles ouvrent tout ou partie du réseau ferroviaire à la concurrence, ça vous le savez tous, soit elles gèrent eux-mêmes l'exploitation de ce réseau, soit elles renouvellent les concessions à SNCF Voyageurs avant le 25 décembre 2023 pour une durée maximale de 10 ans. Alors, ce qui est amusant, c'est que, bizarrement, les régions ont opéré des choix différents. Des procédures d'appel d'offres ont été lancées dans les régions Provence, Alpes, Côte d'Azur, Pays de Loire, Hauts-de-France et Île-de-France. Alors, on peut remarquer, excepté la Normandie qui n'a pas encore lancé d'appel d'offres, que sur l'échiquier politique, ces régions se situent, comme vous pouvez l'imaginer, à droite. Donc, pour ce qui relève des régions, je dirais plutôt à gauche, comme la Bretagne, par exemple, qui n'a pas encore lancé d'appel d'offres, bon, soit elles ont renouvelé leur concession à SNCF Voyageurs pour plusieurs années, la Bretagne, en y incluant ou non la possibilité d'une ouverture partielle à la concurrence d'ici la fin de la concession, comme la région Centre-Val de Loire. Donc on voit bien que, et c'est tout le sens de mon propos, que les conséquences sociales de cette ouverture à la concurrence pour les cheminots seront différentes d'une région à l'autre. Alors ça a été abordé ici par M. Beaupré, mais je vais reprendre un peu le cadre légal dans lequel tout ça va se passer. En cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire, de voyageurs, la loi prévoit le transfert des contrats de travail des salariés de l'opérateur historique. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Un nombre d'ETP est déterminé pour la concession en question selon 3 catégories d'emplois. La première, c'est des emplois concourant directement à la production. La deuxième, c'est des emplois concourant indirectement à la production. Et la troisième, les fonctions support. Pour faire court, un appel à volontariat est lancé auprès des salariés pour un transfert de leur contrat de travail vers le nouvel opérateur. C'est important que vous compreniez comment ça va se décliner parce que ce n'est pas sans conséquence. On en a déjà beaucoup parlé depuis le début de ce colloque,
Mais nous, on est, en tant que professionnels des conditions de travail et de la santé au travail, on va vous dire et vous faire part de nos points de vigilance et surtout des inquiétudes que l'on souhaite exprimer dans le cadre de ce colloque. 3 cas de figure peuvent se présenter dans cette configuration. Alors, soit le nombre de volontaires correspond au nombre de TP transférés par catégorie d'emploi. Bon, l'ensemble des volontaires sont transférés. Bon, ça, on se doute bien que c'est un cas improbable. Le nombre des volontaires est supérieur au nombre de TP requis par catégorie d'emploi. Un classement est opéré par critères dans le décret précédemment évoqué. Donc, alors, c'est le taux d'affectation sur le périmètre concerné, l'éloignement du domicile par rapport au lieu, charge familiale, handicap, on voit. Alors, c'est pareil, au regard de l'attachement historique à l'opérateur, ce cas me semble, de notre point de vue, nous, cabinet émergence, peu probable. Par contre, le nombre de volontaires est inférieur au nombre de TP requis par catégorie d'emploi. Les volontaires sont transférés, c'est important que vous l'ayez en tête, et les ETP manquants sont désignés en fonction des critères évoqués précédemment. Alors, dans le dernier cas de figure, les personnes désignées, évidemment, elles peuvent refuser d'être transférées. Alors, auquel cas, je vais rappeler rapidement ce que vous avez évoqué, mais les conséquences éventuellement que ça peut avoir, c'est si le salarié travaille à plus de 50% de son temps de travail sur le périmètre concerné, par le changement d'attributaire, son contrat est transféré, puis une rupture du contrat a lieu au moment du basculement de la concession au nouvel opérateur. Ça, c'est factuel. Si le salarié travaille à moins de 50% de son temps de travail sur le périmètre concerné par le changement d'attributaire, SNCF Voyageurs doit présenter au salarié une offre d'emploi relevant de la même catégorie d'emploi au sein de la région ou, à défaut, sur le territoire national. Le refus de cet emploi, on l'a évoqué dans la table ronde à l'instant, entraîne une rupture de contrat par SNCF Voyageurs. Alors, au fur et à mesure que ces nouveaux segments de réseau, parce que ça, évidemment, personne n'en parle, seront ouverts à la concurrence, les cheminots, ils auront moins de reclassement interne, même s'ils travaillent à moins de 50% pour le segment concerné. La SNCF, en perdant les marchés voyageurs, disposera de moins de postes disponibles. C'est évident, hein, c'est factuel, hein, à proposer aux salariés concernés par les transferts, notamment dans les régions d'origine des personnes concernées. Alors, précisons d'ailleurs que la façon dont les appels d'offres sont rédigés par les autorités organisatrices, en l'occurrence les régions, peuvent entraîner la disparition de l'appartenance à SNCF Voyage de tous les cheminots travaillant actuellement pour le TER. Transfert total. Par exemple, la région Hauts-de-France, ici présente, dont on parle, doit donc utiliser une de ses filiales, dans le cadre, au niveau de SNCF, dans le cadre de l'appel d'offres, en l'occurrence Keolis, pour espérer remporter les marchés. Les cheminots de la région Hauts-de-France devront, d'ici quelques années, soit accepter un transfert dans une entreprise concurrente ou une filiale de la SNCF, soit accepter un poste dans une autre région, soit se diriger malheureusement vers une rupture du contrat de travail. Alors, on en parlait à l'instant, le cheminot, il va avoir un choix, je dirais, douloureux, délicat, lors de l'attribution des nouvelles concessions. Ce choix, il devra l'opérer au regard des incertitudes, d'une part, la sécurité de l'emploi, le devenir professionnel, et évidemment l'activité elle-même. Alors, je voudrais mettre en perspective Alors, c'est dommage que Mme Karim-Deli ne soit pas là, parce qu'on aurait pu échanger sur le sujet. Je voudrais mettre en perspective ce que ça fait dans les exemples, au niveau européen. Montrer ce que cette ouverture à la concurrence du service de transport ferroviaire de voyageurs, elle s'est accompagnée, et ça c'est factuel, j'ai des éléments, et je peux vous-même donner la documentation en question, suppression de postes, du coup ça c'est constaté dans tous les pays européens, régression salariale, tous les pays européens, exemple Suède ou au Royaume-Uni, souvent une harmonisation du statut par le bas, notamment en matière de garantie d'emploi comme en Allemagne et en Italie, l'externalisation de coûts des personnels non qualifiés, précarisation de l'emploi, développement du temps partiel et une augmentation du temps de travail en Allemagne, en Irlande et en Grande-Bretagne. Pour ce qui est de l'Espagne, j'en dirai un mot, la rémunération, elle est liée aux recettes commerciales. Donc vous voyez à peu près ce que ça peut donner. C'est important de faire ce parallèle puisque vous êtes actuellement en pleine négociation, c'est de vous dire un peu comment ça se passe dans les autres pays européens. Et c'est bien de le mettre en perspective par rapport à ce qui se passe chez nous. Le devenir de l'activité lui-même incertain. Je ne vais pas vous parler des différentes réorganisations qu'on a eu malheureusement l'occasion d'observer. J'entendais tout à l'heure ce qu'on évoquait sur la maintenance. Nous, ce qu'on constate en tant que professionnels de la santé au travail, c'est qu'on est passé d'une maintenance
que je dirais préventive à une maintenance corrective. Donc ce n'est pas sans effet dans ces réorganisations qui se sont faites souvent au pas de charge, notamment parce qu'il y avait cette fameuse ouverture à la concurrence. Alors ça a affecté les métiers, hein, bien sûr, que ce soit les conducteurs à SCT, les métiers du sol, agents guichet, agents escale, ou les fonctions support, qu'elles concourent à la production, comme la commande du personnel, ou amènent des services aux salariés, comme les services RH. Alors, on parlait de polyvalence tout à l'heure. La polyvalence, elle existe. Nous, on le constate dans les différentes expertises qu'on a menées au sein des entreprises ferroviaires, qu'on a pu observer. Cette polyvalence, elle existe, y compris en matière de sécurité. Il y a d'ailleurs une habilitation qui est un arrêté de 2015, hein, où les fonctions, la question de la sécurité, puisque la polyvalence, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec la polycompétence. La polyvalence, c'est du glissement de tâches. Donc on voit bien que même sur des fonctions, enfin sur des habilitations ou des tâches liées à la sécurité, je dirais il y a des choses qui se passent. Donc nous, on distingue la polyvalence de ce que c'est que la polycompétence. Parce que la première, c'est quoi la polyvalence? Ça amène des gains de productivité au détriment, bien souvent, de la qualité du travail. Hein. Donc on le voit, nous, malheureusement, dans nos expertises. Hein. Donc, alors, nous, on se pose des questions et on s'interroge sur cette fameuse culture de sécurité, hein, donc, qui serait, et on le pense et on partage ça, la pierre angulaire de tous les métiers à la SNCF. Comment va-t-elle évoluer dans un contexte concurrentiel? Comment éviter les risques et dérives observées outre-Manche? Comment les salariés accompagneront avec les exigences de leur nouvel employeur et comment leur culture métier s'accommodera de ces nouveaux principes. Nous, on est un peu inquiets parce que l'incertitude qui pèse sur les cheminots les exposera ainsi à la sécurité de la situation de l'emploi, ce qui, dans notre métier, est ce qu'on appelle un facteur de risque psychosocial. Alors qu'ils en étaient là, pour le moment, vous en étiez prémunis du fait de la protection conférée par l'opérateur historique envers les salariés. Et de plus, nous, on pense que les salariés transférés pourraient ne pas se reconnaître dans les reconfigurations des métiers qu'ils vivront. Perte de sens au travail et parfois, et on l'a vu chez d'autres opérateurs, conflit éthique. Parce que quand il s'agit de sécurité et qu'on vous demande de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, voilà, ça peut avoir aussi, malheureusement, cet aspect. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la souffrance des cheminots, et nous, on y est extrêmement attentifs. Alors, sur les ruptures d'égalité dans les conditions de travail, qui est notre sujet et sur lequel je souhaite faire quelques commentaires, je vais essayer de ne pas être trop long. Et deuxième slide. Les situations de sous-effectifs, on les vit, nous, dans toutes les expertises que l'on a pu réaliser dans le cadre de notre cabinet auprès des différentes régions de cheminots, montre que la gestion de ces personnels dans les situations d'aléas a tendance à dégrader évidemment leurs conditions de travail. Les journées de travail, elles peuvent se rallonger. Les salariés peuvent être rappelés sur leur temps de repos et leur planning de travail change plus régulièrement, ce qui rend évidemment difficile la projection et la planification. Souvent, ces salariés sont en contact direct avec un public particulièrement difficile à gérer en cas d'aléa de production. On s'est tous retrouvés sur un quai de gare, à voir ce que ça peut donner quand un usager un peu énervé, moi le premier, donc ça expose évidemment à une plus grande exposition au mécontentement, puis à la détresse des voyageurs. Hein. Donc moi je serais curieux de savoir comment cette synergie va pouvoir fonctionner. En tout cas, de façon plus globale, à l'échelle d'un territoire, la multiplication d'acteurs, passage par exemple potentiel d'un acteur sur le réseau à 4 acteurs pour la région Hauts-de-France, dans la mesure où 4 lots ont été définis dans cette ouverture à la concurrence, qui rentreront nécessairement en interaction les uns avec les autres, pourraient, dans des situations de crise, être source de dysfonctionnements majeurs auxquels les salariés sur le terrain devront inévitablement faire face. En d'autres termes, le risque d'accident ou même d'agression pourrait être renforcé. Alors, dans les tuyaux, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore perçu. Mais certainement, on y travaille. Les salariés de la SNCF, ils ont tous connu des transformations organisationnelles. Alors, ce rythme soutenu, ce fameux pas de charge, alors c'est souvent justifié par
L'ouverture à la concurrence, faut y aller, machin, etc. Vous inquiétez pas. La culture du résultat, la relation client-fournisseur, parce que tout ça, ça a évolué. Hein, c'est toute une culture qui a évolué. Elle ne fait pas toujours sens, hein, comme en témoigne notamment une expertise qu'on a fait en 2019, je crois que c'est dans les Hauts-de-France d'ailleurs. On a interviewé des agents qui nous ont dit, lors de cette expertise, que l'idéologie gestionnaire qui s'est progressivement imposée au sein de l'entreprise rentrait en tension, j'ai le verbatim, rentrait en tension avec l'idée de service public, du moins avec le sens que les cheminots donnaient à leur activité et à leur engagement dans l'entreprise. Alors nous, on pose une question. Que deviendra ce sens du service public dans ce contexte d'ouverture à la concurrence ? Comment, vous, cheminots, vous vous approprierez ou pas une partie de celui-ci dans votre future activité, écarté de votre possibilité de définir collectivement votre destin, vous avez déjà subi ces dernières années des mutations de métier et parfois même une fragilisation de ce pourquoi vous avez choisi ce métier. Et parfois même un risque de perte de sens au travail. Et ça, c'est saillant dans toutes nos enquêtes. Nous, on a des gens qu'on rencontre quand on les voit en entretien, puisque ça participe à la manière dont on conduit nos missions. On fait un certain nombre d'entretiens. C'est un matériau pour nous important. Nous, on rencontre beaucoup de cheminots en souffrance. Alors, ce risque de perte de sens au travail, il va, à mon avis, dans le cadre de... Enfin, c'est une hypothèse, et on le constate dans les pays européens, il va croître dans ce nouveau contexte. Et malheureusement, avec son corollaire, c'est des investissements et des intérêts au travail. Alors, dans ce contexte, le cabinet Émergence a décidé, avec le CSE d'Hauts-de-France, fort de ses résultats, de ses constats, de ses hypothèses, a décidé de lancer une étude auprès des cheminots pour mesurer plus finement les impacts de ce destin annoncé sur la santé physique et psychologique des personnels concernés. On pense que ça constituera un point de référence qui permettra par la suite d'évaluer les conséquences concrètes de cette libéralisation du marché sur les salariés des entreprises qui en disputeront les parts. Pour terminer, et j'en terminerai là mon propos, cette enquête a démarré le 22 septembre. Il y a 43 questions, puisque c'est une enquête qu'on a faite sur la base d'un questionnaire. C'est un outil qu'on souhaite un outil d'évaluation des risques psychosociaux en lien avec les conditions de travail actuelles au sein de TER Hauts-de-France. Mais il a surtout pour but d'évaluer la manière dont les agents perçoivent l'ouverture à la concurrence et comment ils en appréhendent les effets sur leurs conditions de travail. Voilà. Alors après, si vous voulez plus de détails, on reste avec mes collègues à disposition pour évoquer cette étude. Ce qu'on peut dire, juste pour terminer, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on a un taux de réponse sur la base de 3760 agents. On a un taux de réponse qui est l'ordre de 16%, ce qui veut dire qu'on a, à ce jour, en l'espace de quelques jours, plus de 600 réponses. Donc on voit bien que ça répond à une attente, à un besoin de dire ce que l'on ressent au plus fort de soi-même par rapport à des perspectives telles que, malheureusement, vous risquez de les vivre. Voilà, je vous remercie encore pour votre confiance et de m'avoir invité. Faire et défaire, telle est la devise du chemin de fer. Cet adage se vérifie encore aujourd'hui avec cette volonté du Conseil régional de privatiser le réseau TER Hauts-de-France. En effet, à l'origine, une multitude de compagnies ferroviaires exploitaient le réseau ferré. Face aux divers aléas, aux faillites de ces entreprises, face à un système sclérosé, les responsables politiques de l'époque ont alors nationalisé le réseau en 1937. Ceci a permis de le développer, d'innover, tout en assurant des économies d'échelle. 90 ans plus tard, c'est tout l'inverse que met en place le Conseil régional. D'un monopole public, ils veulent passer à un monopole privé. En voilà une très mauvaise idée. Nous avons pu aujourd'hui au moins mettre en débat ce sujet important. Important pour les usagers, important pour les cheminots et important pour les territoires. Débat riche où seuls manquaient les instigateurs, en l'occurrence l'exécutif du Conseil régional. Je profite à cet instant pour remercier Gaëtan qui a dû s'absenter à la fin pour l'animation, et puis au nom des élus du CSE, l'ensemble des participants aux tables rondes, également à la salle largement présente et on s'en félicite, et puis les diverses interventions également qui ont été riches dans le débat.
L'association SAG aussi, qui a filmé et qui prend des photos, et on aura un beau reportage derrière et on pourra vous le communiquer. Et puis au personnel du CSE pour l'aide technique et de la mise en place de cette salle et puis de tout ce qui va avec. Que pouvons-nous sortir de cette journée ? Déjà, et c'est pas mal, on a réussi à discuter, même si des avis divergent. Mais au milieu de ces divergences, un dénominateur commun en est sorti, le service public ferroviaire qui doit être de qualité au service des usagers. Preuve est de constater que le système actuel est loin d'être optimal, et c'est peu de le dire. Au-delà des responsabilités des uns et des autres, qui, je le rappelle, sont la SNCF et le Conseil régional, il nous faut passer au remède. Et comme le disait M. Martel, ce n'est pas par la main invisible du marché que se réglera les soucis. Il faut une vraie ambition ferroviaire pour notre grande région des Hauts-de-France. Je ne vais pas refaire les débats, mais d'autres solutions existent, et c'est ce qui a été démontré aujourd'hui. Déjà, et en préalable, abandonnons cette idée fumeuse qu'est la concurrence. Se poser et réfléchir service public en lieu et place de la rentabilité. Conventionner avec l'opérateur historique pour une durée longue, leur fixant des objectifs atteignables. Investir massivement et mettre les moyens humains, matériels et financiers. Ambitionner un développement des dessertes, répondant aussi aux aspirations des usagers et créant enfin une équité de traitement sur tout le territoire. Que l'État prenne enfin ses responsabilités également. Responsabilité d'État stratège. Mettre les moyens pour régénérer le réseau, etc., etc. Réunifier la SNCF qui recréerait les synergies essentielles à un bon fonctionnement ferroviaire. Voilà quelques éléments, quelques pistes préalables à un meilleur fonctionnement, bien meilleur que le fameux 3A, l'andouillette de M. Bertrand. Les conséquences et le réveil risquent d'être très douloureux pour les usagers, mais également pour les cheminots. Le deuxième débat a clairement pointé le danger de transfert des salariés, contrairement à ce que clament le législateur ou encore les entreprises. Au vu des débats, des convergences existent. Et les débats vont certainement s'amplifier pour amener la contradiction à ce conseil régional refusant pour l'instant tout échange avec les usagers et les cheminots. Je ne vais pas aller plus loin car nous avons largement dépassé le temps imparti. Les débats continueront, j'en suis sûr, autour du buffet auquel je vous invite maintenant. Merci pour la qualité des échanges, merci pour votre présence et à très vite pour converger et interpeller l'exécutif du Conseil régional.